C'est un peuple de passionnés, tu sais, les Japonais. Donc, si quelqu'un se met dans le Bitcoin, il va devenir très, on va dire, addict et très fan de cette technologie. Ils ont été pionniers. T'as les plus grosses baleines de Bitcoin qui sont là-bas, en tout cas qui étaient au Japon encore il y a quelques années. Mais sur le reste de l'écosystème, le Japon est très en retard sur les technologies. Désolé, hein, je casse un mythe. Nous, Avel, ce qui m'a fait pousser par Avel, c'est le fait qu'il y avait un niveau de sécurité supérieur à Celestia de nos travaux. Deuxièmement, Anurag a beaucoup aidé Ternoa dans sa compréhension, on va dire, de cet écosystème et comment on allait pouvoir s'intégrer. Donc, c'était pour moi important de travailler avec des gens avec qui j'avais confiance. Vitalik a écrit 2-3 articles récemment sur ça, justement, en mettant en avant les IK, en disant, voilà, aujourd'hui, le IK est trop jeune et on peut pas forcément lui faire confiance aveuglément. MrBeast ne peut pas parler de crypto. MrBeast est dans un pays régulé où il n'a pas forcément facilité à communiquer dessus. Et il a un engagement, il peut avoir des engagements, il a des engagements avec nous, que je peux pas dire lesquels, mais qui vont être reliés à la time capsule. Donc ça pourrait 300 000 euros si tu veux un coût de listing, plus la liquidité que tu dois avoir des deux côtés, plus le marketing après. Donc en gros, c'est une grande fourchette, mais j'ai tout le temps, c'est entre 400 000 et 1 million d'euros de faire un listing. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Michael Canu de Ternoa. Hello Michael. Salut, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bah écoute, content de t'avoir parce que pour le coup, je pense que eh bien Ternoa a une communauté qui est assez forte et vous faites partie des communautés qui parlent, qui s'engagent pas mal sur les réseaux et j'avoue que même par exemple si moi j'ai pas été le plus grand fervent défenseur ou admirateur de Ternoa par le passé parce que je n'étais pas proactif dans cet écosystème, j'avoue que vous faites tout le temps parler de vous. Donc j'ai été assez impressionné sur ça. Donc félicitations pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview qui va être assez intéressante parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bougent du côté de Ternoa. Donc ce sera évidemment l'occasion d'en parler et aussi d'avoir tes perspectives sur ce qui se passe d'un point de vue Ethereum, Layer 2, toutes les solutions de scalabilité, excuse-moi, qui se développent. Et avant de commencer, eh bien, j'ai pour habitude de demander un petit peu, eh bien, est-ce qu'il y a des personnes que tu connais qui sont peu vues en interview et qui te semblent intéressantes à interviewer, par exemple, sur ma chaîne? C'est le Oui, piège alors je instant. vais. Ouais, le piège instantané. Qui c'est qui n'est pas assez connu, pas forcément de Des gens l'écosystème ternois. intéressants, hein. Tu veux dire, Ouais, 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 en règle générale, ouais. en règle générale, putain Des la gens colle peut-être que quoi. tu admires, que tu côtoies. Dans le monde de la blockchain, bah, tous ceux que j'admire ou que je côtoie, on va dire qui sont déjà publics. Après, dans mon écosystème, j'aurais des noms à donner, mais je veux pas qu'on soit ternois centré. Et comme ça, à chaud, non, écoute, laisse-moi quelques minutes, on va commencer. Je te trouverai au fil de la discussion quelqu'un qui me semblerait pas assez mis en avant aujourd'hui par les médias. Parfait. Bah écoute, tu me disais que du coup, t'étais aux États-Unis, t'étais à Denver. Comment ça se passe de ton côté? Voilà, pourquoi t'y vas, etc. J'avoue que c'était un événement auquel je voulais participer et j'ai l'impression qu'il y a absolument tout le monde. Donc, voilà, quel est un petit peu le plan? Est-ce que t'étais déjà allé à Denver pour les précédentes occasions? Alors non, c'est la première fois que je me retrouve à Denver. On a souvent fait NFT NYC donc à New York, on a fait Las Vegas, Los Angeles, et là c'est la première fois donc on se retrouve dans ce coin des États-Unis. Donc j'ai une keynote à présenter, j'ai des partenaires à voir et j'ai aussi une table ronde voilà début de semaine. Donc c'était important pour moi d'être sur place et de voir un petit peu tout le monde. Donc c'est bien, même si on n'est pas nous les plus actifs et les présents à tous les events, on essaie de se répartir ça et voilà pour les gros events comme ça on y va. Et habituellement, tout ce qui est de la famille ETH, on n'y allait pas forcément, pas encore du moins. Et depuis qu'on est rentré plus, on va dire, dans cet écosystème récemment, c'est important pour nous d'aller voir un petit peu l'écosystème et de voilà et Vous nos êtes partenaires. réconciliés. On n'a jamais été fâchés, on n'a jamais été fâchés. Pour commencer, je suppose qu'il y a des gens qui te voient là, mais qui savent pas nécessairement qui tu es. Est-ce que tu peux succinctement expliquer un petit peu qui tu es et quel est ton parcours? Parce que j'ai tendance à croire que le parcours des gens est assez intéressant et assez important à avoir en tête, tu vois, par rapport à ce qu'ils développent, ce qu'ils peuvent faire. Tu vois, par exemple, je parlais avec Abdel de Starkware. Et j'avais totalement oublié qu'il avait une sorte de parcours dans la TradFi et qui était du coup une transition parfaite pour bah, justement régler un peu les problèmes auxquels il s'était confronté. Donc, quelle est un petit peu ton histoire, Mickaël? Alors moi, je suis entrepreneur, donc j'ai commencé à créer mes premières entreprises au Japon il y a 15 ans, en 2005 pardon. Donc je suis arrivé au Japon en 2002, donc j'ai commencé à créer des entreprises en 2005. Ma vraie structure en 2007. Et donc j'étais dans la tech. Donc j'ai toujours été passionné par la tech et donc j'étais avant de créer ma structure, j'étais au Japon aussi et je travaillais pour une entreprise j'étais IT pour une entreprise qui faisait des imports et exports de produits européens de luxe qu'on revendait au Japon et aux États-Unis. Bref.
Et j'ai créé ma première entreprise qui était une agence web, on va dire, une solo agence web, parce que j'étais tout seul. Et j'ai lancé ça au Japon. J'avais beaucoup de clients français, peu de japonais. Et donc, c'est ce qui m'a fait revenir en France en 2010. Et à partir de 2010 jusqu'à Ternois, en gros, pour faire simple, j'ai créé des structures. Donc, j'étais assez toujours dans l'ombre, en fait. Il y avait pas mal de projets au début qui cherchaient un CTO pour s'associer, pour développer. Comme j'aimais pas forcément être public ni la partie publique, donc je m'associais avec eux. J'ai fait beaucoup d'IT for equity, c'est-à-dire que je prenais des parts d'entreprise et je faisais du développement gratuit ou moins cher, donc pour pouvoir m'inscrire dans le projet. Et j'ai fait ça jusqu'en 2000, enfin jusqu'à 2020 un peu. Et en 2016-2017, j'ai fait ma rencontre avec la blockchain, justement pour l'un des projets. Donc j'ai fait beaucoup de projets dans l'immobilier parce que c'est un secteur pour moi où il y avait forcément de l'argent. Enfin, en tout cas, il y a toujours de l'argent dans l'immobilier. Donc je me suis dit voilà, des projets startup dans cet univers, ça peut être que gagnant. Où j'avais réussi à créer des produits qui allaient de la gestion des copropriétés à la recherche foncière, donc vraiment tout le spectre de la vente immobilière, etc. Donc j'avais des startups dans tous ces domaines-là. Et l'une des startups qui était sur la partie syndic, on a eu une demande pour empêcher la falsification des PV d'AG, qui étaient parfois modifiés a posteriori, de trouver des solutions. J'ai étudié la blockchain, j'ai rencontré Ethereum, les smart contracts, et mon aventure a commencé ici. Et du coup, tu disais que tu avais passé quand même une bonne partie de ta vie, en tout cas une partie importante quand même de ta vie au Japon. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé au Japon? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-bas? Et voilà, qu'est-ce que tu apprécies là-bas particulièrement? Je pense y aller d'ailleurs cette année. Et moi, la dernière fois que j'y étais allé, j'étais assez jeune et ça m'avait agréablement surpris. Et ça a changé un peu ma perception du monde à tout jamais, quoi. Parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment des civilisations, des cultures qui sont entièrement différente de ce que toi tu peux voir au quotidien en tant qu'Européen. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, moi, j'ai fait 10 ans en tout au Japon, 3 ans dans le Kansai et 7 ans à Tokyo. Donc, Osaka, Kobe et après Tokyo. Opportunité d'aller là-bas, tout simplement parce que quand je suis arrivé à la fac, théoriquement, quand tu arrives à la fac, tu dois déjà faire de l'anglais et ensuite une seconde langue vivante, espagnol ou allemand. Moi, j'avais pas de seconde langue. J'ai toujours été un petit peu introverti, donc j'ai demandé au conseiller en fait de me trouver une langue où il y avait personne, pas beaucoup de monde. Il m'a envoyé un japonais, donc j'ai commencé à étudier le japonais complètement par hasard, si tu veux, comme ça. Dans ma classe, il y avait des gens qui aimaient les mangas et les jeux vidéo, donc finalement, ils ont compris que le japonais c'était difficile. On est passé de 30 à 18 dans la classe, 8, 7, 8 dans la classe, on va dire. Et cette faculté avait pour habitude d'envoyer les meilleurs élèves au Japon du japonais. J'étais pas le meilleur, mais il y avait pas assez d'étudiants envoyés là-bas, donc j'ai été propulsé au Japon comme ça, totalement par hasard, et je suis jamais revenu en fait. Voilà, je suis resté, j'ai découvert le pays, découvert la culture. Très rapidement, j'ai vraiment, voilà, vraiment aimé le pays. J'ai rencontré ma femme et je suis resté 10 ans comme ça. Et eux, ils ont déjà cet ADN crypto en réalité, parce que j'ai l'impression ils ont été sur la crypto très tôt. Est-ce que c'est réel et comment la crypto est perçue là-bas? Est-ce que ça match vraiment, par exemple, ce qu'on peut voir de l'extérieur, comme quoi ça a été vraiment un des pays pionniers, je pense, en crypto, en termes de communauté crypto, ou est-ce que c'est totalement surestimé et c'est pas si big que ça là-bas? Alors, c'est un peuple de passionnés, tu sais, les Japonais. Donc, si quelqu'un se met dans le Bitcoin, il va devenir très, on va dire très addict et très fan de cette technologie. Donc après, ils ont été pionniers. T'as les plus grosses baleines de Bitcoin qui sont là-bas, en tout cas qui étaient au Japon encore il y a quelques années. Mais sur le reste de l'écosystème, le Japon est très en retard sur les technologies. Désolé, hein, je casse un mythe. Ah, t'inquiète. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé au Japon la première fois, c'était voilà, ils avaient une avance de fou par rapport à nous, par rapport aux tech. Et maintenant, le pays est en recul, est en déclin sur la partie technologique, et ils sont super en retard par rapport à tout, que ce soit va voir un site internet japonais, tu vas voir qu'ils ont des codes très anciens par rapport à ce qu'on peut faire. Et sur la tech, sur le Bitcoin, sur la compréhension aussi en général, c'est comme ça. Et le fait que l'anglais soit une langue qui est beaucoup plus facile difficile à apprendre pour eux que pour nous, tu as encore aujourd'hui énormément de Japonais qui ne parlent pas du tout anglais. Et c'est pour ça qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais nous, on a beaucoup d'opportunités avec le Japon, parce qu'on a cette capacité à parler japonais et à comprendre la culture, ce qui nous ouvre beaucoup plus de portes que d'autres projets. Mais non, pour moi, c'est un mythe. Voilà, ils ont un petit peu de retard par rapport à nous, je trouve. T'as totalement cassé le mythe là, mais mais c'est la réalité, c'est important de l'apercevoir de cette manière-là. Je pensais que ouais, c'est vrai que, enfin, ça m'étonne pas ce que tu me dis, parce qu'en réalité, des projets japonais, des projets Web3 japonais, des protocoles, etc., j'en vois très peu, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu dans leur microcosme, mais que peut-être qu'ils communiquent peut-être pas assez avec l'extérieur ou qu'ils participent peut-être pas Mais assez.
j'ai vu beaucoup de projets qui étaient ouf, mais même la doc, l'API et tout c'était qu'en japonais, tu vois. Ce genre de problème, quoi. Bonne chance. Et ouais, bonne chance. Voilà un vrai frein pour devenir global. Tu as deux chaînes au Japon qui sont connues. Tu as Astar, je sais pas si tu connais, Ouais. Astor qui est Network, ouais. écosystème Polkadot, et tu as Ouais. Oasis Network, Ouais. qui est une chaîne aussi un petit peu plus spécialisée dans le jeu. Et elles fonctionnent parce qu'elles sont japonaises, et donc tu as les japonaises qui comprennent cette chaîne-là et qui injectent des capitaux dedans. Mais ouais, sinon, hormis les autres projets, les jeux, ils ont des jeux de fous. Ils ont des jeux de fous qui sont en préparation. Ils mettent de l'énergie, si tu veux, beaucoup dans le jeu vidéo. Mais voilà, ça a du mal à percer, ouais. Et comment toi tu passes de l'immobilier à Ternoa? Qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? Je suppose que c'est le moment où tu as justement découvert la crypto. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, bon, l'immobilier c'est cool, mais on va plutôt faire quelque chose qui s'appelle Ternoa. Comment cette transition s'effectue et comment ouais, tu te lances dans cette aventure? Alors j'étais pas dans l'immobilier, hein. J'étais dans la tech, dans le développement de produits, des produits SaaS pour l'immobilier, parce que c'est un secteur pour moi qui était porteur. Donc j'ai toujours été dans la tech, et c'est la découverte de la blockchain, la décentralisation, la philosophie qui avait tout derrière qui m'a poussé vers cette technologie, et un projet que j'avais en tête quand j'étais une dizaine d'années auparavant, qui était ce fameux système de time capsule, qui m'a poussé voilà à innover, à trouver des technologies qu'on pourrait développer avec la blockchain pour pouvoir rendre réalisable ce que j'avais imaginé. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Ternoa avec les time capsules, enfin, qui sont pour moi une idée qui est plutôt intéressante parce que on s'intéresse tous au présent et au futur entre guillemets à court terme, mais on a du mal à se dire que peut-être qu'un jour on va mourir et peut-être qu'un jour il faudra faire en sorte que bah, nos enfants ou notre famille puissent accéder je sais pas, à des données par exemple, ou à nos fonds, etc. Je sais que c'est un des cas d'usage de la time capsule, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Ternois, ça a quand même pas mal évolué et que ça reste aussi flou pour certains. Qu'est-ce que c'est Ternois aujourd'hui et quelle est un petit peu la vision que vous avez à ce niveau-là pour Ternois concrètement? Alors si tu veux, je vais décomposer un petit peu la blockchain en trois parties, la chaîne au pluriel. On a trois, si tu veux, parties dans Ternoa. Et récemment, on a donné des noms à ces parties pour rendre justement le produit un petit peu plus clair. Mais je comprends tout à fait que ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. D'une part, c'est très tech. Alors quand on essaie de vulgariser, parfois on le fait pas forcément hyper bien. Et quand on est trop tech, on voit que la communauté elle comprend pas parce que voilà, il faut être entre les deux. Il faut être entre les deux. Donc j'essaie de te présenter. Tu m'arrêtes quand si tu me dis voilà s'il y a des éléments que tu comprends pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui l'approche qu'on a de la façon qu'on le présente, c'est plus compréhensible qu'avant. Donc je vais commencer par la pièce principale. Donc Carnois, c'est trois éléments. Et la pièce principale, on l'a appelée la forteresse. Alors, c'est un réseau décentralisé d'enclaves. Je vais t'expliquer ce que c'est une enclave. Ce n'est pas une blockchain. Donc la forteresse n'est pas une blockchain, c'est un réseau décentralisé d'enclaves. Une enclave qui peut être appelée de plein de façons différentes, mais nous on va garder le mot enclave parce que c'est plus simple, de rester sur les mêmes expressions. Une enclave, c'est une partie que tu as dans le processeur, ok, dans lesquelles tu peux donner des droits d'accès. Donc elle est dans le processeur et personne ne peut y accéder, même pas le computer lui-même, l'ordinateur lui-même. Donc t'imagines, tu as un endroit isolé dans un ordinateur, ok, que seule la personne qui l'a initialisé a le droit d'y accéder. C'est ce qu'on appelle l'enclave. Cette Est-ce que enclave, Ledger ont contrairement à une ça, par blockchain, exemple? non, non, alors Est-ce que Ledger Ledger, je ont crois quelque que chose dans comme ça leur, ou ça n'a rien à voir? on parlera de leur recovery après. Je te ferai une comparaison avec Ledger Recovery, ce qu'ils ont en place de ce que je comprends, et nous un petit peu ce qu'on a en plus. Mais ils utilisent, alors peut-être tu veux dire dans Dans le le hardware, hardware. ouais. Oui, 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 bien Hmm. sûr, bien sûr. Excuse-moi. Oui, aussi, ils utilisent ça, ouais, tout à fait. Ouais. Alors tu les as dans énormément de logiciels aujourd'hui, dans les Mac, tu as des enclaves. En fait, c'est une technologie Intel. Donc dès que tu as du matos Intel avec des enclaves, tu en as beaucoup qui l'utilisent pour cacher du contenu justement, mais sur ton ordinateur. Donc cette enclave, tu peux exécuter des programmes. C'est pas une blockchain où tu as simplement des informations. Là, tu peux y glisser un petit programme. Donc tu imagines un ordinateur qui est quelque part, et toi, tu vas y glisser un programme. Il est pas chez toi, tu lui mets un programme. Je vais donner un exemple simple d'utilisation. Donc je vais t'envoyer un message depuis mon téléphone portable. Donc je vais quelqu'un va créer cette enclave. Il va dire voilà, dès que quelqu'un va envoyer un message dans cette enclave, la personne destinataire de cette comment dire de ce message sera le seul au monde à pouvoir le voir. Et ça aujourd'hui tu peux le faire. Donc tu envoies un message en enclave, je dis Picsou peut le voir, il y a que lui qui peut le voir, il y a que toi qui va être autorisé au monde à le voir. C'est bien mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tu as une possibilité de hack au niveau des enclaves. La possibilité de hack, c'est d'être sur place avec un chalumeau, du matos, prendre 24 heures, faire évaluer. Mais c'est Tout possible, tu vois. Faut démonter. penser faut tout démonter avec, voilà, c'est possible. Nous, pour aller plus loin, on a fait en sorte que ton message que tu vas envoyer,
il soit pas envoyé dans une enclave, mais dans 30 enclaves. Chaque mot va être séparé dans une enclave. Et donc, quand tu vas venir demander la récupération du message, tu vas simplement récupérer dans chaque enclave des bouts de mots qui vont te permettre de reconstituer le message. OK? Donc là, on a un niveau supérieur de sécurité. Ça veut dire que si tu hackes une enclave, tu vas simplement pouvoir récupérer une partie du mot qui n'a aucun sens. Maintenant, imagine que tu as une mnémonique justement, avec tes 24 mots, et que tu veux la stocker, tu veux la protéger. Comment tu vas faire avec notre solution? Et ben exactement comme on a vu avant, c'est que tu vas avoir un mot qui va être envoyé dans une enclave, et le propriétaire, donc toi, si tu as cette propriété, tu vas pouvoir récupérer ces messages et reconstituer la seed. Et si tu décides de transférer la seed à quelqu'un, bah, cette personne va pouvoir récupérer cette seed et voir le contenu. Donc en gros, la forteresse aujourd'hui, qui est en ligne, qui est en... Et bah c'est ça. Donc Terre Noire, si tu veux, aujourd'hui, cette brique qui va permettre de créer, d'encrypter les données des capsules, c'est cette forteresse. Donc à chaque fois que tu vas créer un NFT sur la façon de t'expliquer après, donc à chaque fois que tu vas créer un NFT sur notre Layer 1, tu vas avoir une clé qui va être créée, qui va être dispersée dans la forteresse et qui va empêcher quiconque de pouvoir voir le contenu que tu as voulu protéger. En plus, bien entendu, on va pas mettre des mots, on va chiffrer. Donc si tu attaques, donc si tu es sur site avec ton chalumeau et que tu joues sur la tension pour récupérer un bout, tu vas récupérer quelque chose qui est totalement inutilisable, illisible, parce que parce que c'est un bout de code qui est chiffré. Et bien entendu, on a fait quand même un système de slashing dessus. Donc même si c'est pas une blockchain, tu dois avoir un système où tu vas faire la nomination des délégations de tokens. Et si tu commences à toucher avec l'attention, à bouger, à toucher à tout ça, on te slash ton serveur. Donc si tu veux, pour pallier à tous les systèmes de hack possibles à ce niveau-là, on a fait ce système, avec ces plusieurs niveaux de sécurité qui va empêcher quiconque de pouvoir, même sur une machine, pouvoir accéder facilement aux données. Est-ce que tu dirais que c'est inviolable, incassable, ou est-ce que il y a des gens qui ont essayé de le faire, qui ont réussi? Enfin, comment vous avez pu un petit peu tester votre solution euh, par rapport à des attaques? Enfin, est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce qu'il y a je sais pas, des white hats qui sont mis à la tâche et qui ont essayé de justement casser tout ça? Est-ce qu'il y a des scénarios où ça peut casser? Tu vois, quel est un petit peu ton regard sur tout ça et sur la sécurité en réalité de tout ça? Parce que de ce que je vois, ça a l'air très sécure. Mais je suppose que en background, vous devez peut-être voir comment dire, des moyens d'attaquer le truc, ou est-ce que vraiment c'est intouchable, quoi. Pour la première partie, bien entendu, on a tout fait auditer, donc par plusieurs auditeurs indépendants. Donc à chaque fois qu'on a poussé quelque chose, tout est open source, hein, tout est open source et tout a été audité. La dernière épreuve qu'on a passée, c'est l'épreuve d'Intel, excuse-moi, Intel qui nous a certifié partenaire Gold sur la partie SGX, qui est l'enclave. Donc oui, bien entendu, c'est très important pour nous. On a des programmes de bounty qui sont ouverts en permanence. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de hack de revenus qui a été possible de faire sur Terre Noire. Après, si tu veux, on peut tout hacker. Il y a rien, on peut rien d'annoncer de inviolable ou inattaquable. Tu peux tout hacker, ça va dépendre de l'énergie que tu mets. Là, si tu voulais hacker la technologie, donc notre technologie, il faut imaginer une opération par le gouvernement avec des experts qui vont en même temps. Non, mais c'est possible. Pourquoi pas? Qui vont en même temps, si tu veux, aller sur les serveurs, les démonter, les machins. Il faut qu'ils extraient la RAM quelque chose de très très compliqué. Mais c'est très galère par rapport à la valeur qu'il y a à extraire, parce qu'en réalité, c'est ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est que mais si peut-être pas demain. Ok. Aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Ouais. Imagine demain, on autorise des smart contracts à être exécutés dans une enclave. Tu peux imaginer n'importe des smart contracts qui peuvent faire des actions qui vont vraiment déplaire à certains gouvernements. Et donc, moi, je pense que c'est un scénario qui est possible. Et aujourd'hui, on a travaillé sur d'autres niveaux de sécurité qui vont, par exemple, effacer les données. Si quelqu'un attaque un nœud, tu vois, où on essaie de rajouter des niveaux de sécurité au mieux qu'on peut pour rendre la tâche toujours plus compliquée. Et on part du principe que tu peux forcément trouver une faille sur un système. Et du coup, ce que vous avez bâti avec ce que vous appelez The Fortress, comment aujourd'hui c'est utilisé par le public et comment vous voulez l'amener d'une manière différente aussi avec justement votre approche ZK EVM? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de faire justement un pivot sur comment les gens allaient interagir avec Ternoa et comment votre technologie allait être utilisée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce pivot-là et de cette transition et surtout aussi des cas d'usage en fait de The Fortress en réalité? Parce que j'ai l'impression que c'est une technologie qui est très intéressante, mais je pense que tu parleras mieux de moi des cas d'utilisation de celle-ci. Ouais, bien sûr.
Alors, juste avant de commencer à te présenter le layer 1 et le layer 2, en fait, on fait pas un pivot, hein. Si je sais pas si ton monteur il va aimer ça, mais ici, si tu cliques, ici, on va afficher. En fait, dans le Medium, dans l'un de mes articles Medium en 2020, on parlait déjà d'être IVM compatible, on parlait déjà des smart contract hacking. Tout ce que on fait aujourd'hui, tout ce qu'on a sorti, c'est quelque chose qui est déjà sur la roadmap depuis le début. C'est juste l'approche qui est différente. Alors, comment on accède aujourd'hui à la forteresse? On a créé un layer 1, donc qui est basé avec la technologie Substrate. Substrate, c'est développé par Parity. Parity qui a développé le framework pour Polkadot. Donc c'est pour ça qu'on se dit d'être de la famille Polkadot. Donc on a ce framework, et ce framework aujourd'hui est le seul à pouvoir se connecter à notre forteresse. Et le seul programme aujourd'hui qu'on a dans notre forteresse, c'est ce gestionnaire de clés décentralisé. Donc ce que je t'ai présenté avec le système de clés. OK. Yes. Pour le rendre facile d'utilisation, on a créé un SDK qui va permettre à n'importe qui d'interagir avec cette forteresse. On la lie au NFT. Donc à chaque fois que tu vas vouloir créer un secret, ça va être représenté dans ton wallet par NFT, et c'est ce NFT qui va te donner le droit d'aller récupérer les informations. Donc on a fait tout un tas d'outils, on appelle ça des palettes dans l'univers Polkadot, qui vont permettre donc via un SDK à n'importe quel utilisateur très très simplement d'utiliser la forteresse. Donc tu vas pouvoir minter des secrets, les déléguer, les envoyer, faire des soulbound tokens avec, de donner des droits d'accès en fonction des besoins que tu as de ton projet, avec un SDK qui est vraiment très simple d'utilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Terre Noire, on a peut-être 5% des projets qui utilisent le secret, et les autres utilisent le layer 1 parce qu'il est facile à utiliser sans utiliser les secrets. Donc tu vois, c'est Ok. notre plus gros, le cœur, si tu veux, le cœur du produit. Aujourd'hui, c'est pas celui qui est le plus utilisé. Donc voilà un petit peu pour layer 1. Je sais pas si tu as des questions dessus. Pas spécifiquement, je t'avoue que enfin, j'étais assez surpris par le fait que tu dises que les gens utilisent davantage le Layer 1 que la partie secrète d'une certaine manière, de ce que tu dis, parce Alors, que tout à fait, de ce ouais. que je suppose, c'est justement le fait que vous avez un SDK qui permet justement à des développeurs qui codent en JavaScript, par exemple, d'utiliser ça, de se connecter et de commencer à créer des choses, ce qui n'est pas possible avec toutes les blockchains, quoi. Alors on a un labs à Paris qui onboard des projets qui ont envie d'utiliser la technologie NFT et n'ont majoritairement pas besoin. Alors tu en as quelques-uns qui on va avoir besoin, donc tout ce qui va être tout ce qui a besoin de données privées, que ce soit dans le médical. Donc on a les militaires certains groupes de militaires qui l'utilisent, les notaires, on a des marques de voitures qui vont faire cadet numérique. Bref, tu as certains produits qui l'utilisent, certains projets, mais les gros acteurs qui arrivent aujourd'hui ou qui l'utilisent là depuis récemment n'ont pas aujourd'hui besoin de ce secret. C'est vraiment la simplicité d'utilisation qui les pousse à l'utiliser. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça fait d'une certaine manière de développer quelque chose qui est assez incroyable et qui est sous-utilisé, peut-être sous-estimé aussi? Est-ce que c'est un petit peu justement ce que vous voulez faire avec votre ZK-EVM, justement de pouvoir exploiter au mieux cette technologie sur laquelle vous avez capitalisé jusqu'à maintenant? Alors, en effet, c'est notre unique selling point, tu vois. Donc, c'est ce qui nous fait, c'est un élément différenciant par rapport à toutes les blockchains que tu peux avoir. Et donc, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait présenter notre produit en détail à plusieurs cofondateurs de blockchains qui sont dans le top 10, dans le top 15. Et en fait, je me suis aperçu que, bon, ce que tu dis, hein, très clairement, ils ont dit, mais attends, votre technologie, là, pourquoi vous la mettez pas à disposition à plus de gens? Et donc, pourquoi vous venez pas sur Ethereum? Et donc, on a rencontré dans ce cadre, donc l'ex-cofondateur de Polygon, je sais pas si on dit l'ex, enfin l'ancien cofondateur de Polygon, qui est maintenant fondateur d'Avel, et c'est lui qui nous Anurag? a vraiment incité, Anurag, nous a vraiment incité et poussé à, d'une part, de rendre cette technologie accessible pour l'écosystème Ethereum, d'où le ZK EVM, et d'autre part, d'y mettre d'autres programmes qui vont permettre d'autres choses pour cet écosystème. On va aussi en parler si tu veux. Et donc l'idée du ZK EVM est arrivée de cette façon-là. Alors, il s'était pas forcément figé ZK EVM, on a fait plusieurs mois de travaux. On a pensé à un moment donné aussi de faire comme ce que proposait à l'époque Moonbeam et Asta. Ils avaient fait une espèce de palette compatible, EVM compatible, mais sur Substrate, mais il n'y avait pas d'avantage technologique. C'était beaucoup plus long à faire, beaucoup plus contraignant et avec beaucoup de défauts. Et donc d'abord, ils sont eux-mêmes aujourd'hui en train de passer sur un ZK EVM. En tout cas, Astar est passé sur un ZK EVM pour ça, parce qu'il a eu tout à fait raison, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, viable pour le long terme de faire ça. Et donc, on a pris ce choix, ZK EVM, parce qu'on voulait être compatible IVM. C'est ce qui nous manquait aujourd'hui pour pouvoir donner notre technologie et la mettre dans toutes les mains. Et, euh, et voilà, donc il y a deux idées avec cette ZK EVM. La première idée, c'est de la connecter à notre forteresse, donc de permettre à n'importe quelle application qui ont besoin de protéger de la donnée. Et il y en a de plus en plus. Alors, je suis pas rentré sur la communication dans la partie IA parce que c'est vraiment, tu vois, trop hyper hypé dans la blockchain et ça n'a pas forcément toujours du sens. Mais en fait, tu as aujourd'hui le plus gros problème dans l'IA, c'est la data, tu vois. Où elle est stockée, comment elle est stockée, qui peut y accéder. Donc nous, on répond directement, tu vois, en gros, à ces problématiques-là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a le médical,
il y a la sécurité, il y a plein de domaines dans lesquels tu vas pouvoir utiliser la forteresse. Et sur la partie sur laquelle on nous a poussé aussi, c'est de dire voilà, le ZK EVM, donc tu as plusieurs types de ZK aujourd'hui. Tu as la Snarks qui est la plus utilisée, et la Starks qui est plus utilisée aujourd'hui qui est utilisée et développée par Starknet. Et la Snarks a des défauts. Elle est très jeune, elle est pas tellement éprouvée, et donc on a c'est très centralisé. Et aujourd'hui, on a un gros questionnement autour de voilà, est-ce que ça va être viable sur le long terme? Il y a plein de on en parlera aussi des roll-up as a service qui sortent. Est-ce que ça va être hyper safe d'accepter ou d'utiliser ce type de roll-up? Et donc, ce qu'on est en train de travailler, on est en train de rajouter un programme dans notre forteresse qui va ajouter une seconde aux ZK EVM, Snarks. Donc, tu vas avoir la preuve qui va être générée par défaut par le nœud. Et nous, on va rajouter de façon décentralisée, encore une fois, on va avoir un multi-prover qui va aller vérifier si les données prouvées ont été validées, sont bonnes, et on va rajouter une seconde. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc, si je comprends bien, tu as le Layer 1 qui leverage aussi la technologie de The Fortress. Et derrière, vous faites un Layer 2, plus ou moins, sur Ethereum qui utilise toujours cette même technologie. Et ce Layer 2, lui, permet justement d'accéder à toute la communauté Ethereum et de permettre aux gens qui sont sur Ethereum de bénéficier de tout ce que vous avez développé, notamment sur The Fortress. Mais il n'y a pas de lien entre le Layer 1 et le Layer 2. En gros, le lien, il se fait par l'utilisation de la technologie The Fortress. D'accord? Exactement. On a pesé le pour et le contre et il n'y avait pas d'intérêt si ce n'est que de pouvoir transférer un NFT. Alors tu pourras le faire par des bridges, mais le seul intérêt de rendre la chaîne Substrate compatible UVM directement, c'était de pouvoir avoir le même NFT sur les deux chaînes, mais c'était tellement de contraintes par rapport, si tu veux, aux besoins qu'il y avait autour de ça, qu'on a éliminé la piste, quoi. On a éliminé la piste. Donc ce sont vraiment deux chaînes qui utilisent le CAPS, qui accèdent à la forteresse. De quel œil tu vois un petit peu les solutions qui sont disponibles en termes de Layer 2 sur Ethereum? Parce que je suppose que maintenant, voilà, ça va être une grosse partie de votre temps de bien comprendre l'écosystème Ethereum, de comprendre les propositions de valeur et de vous positionner par rapport à ça. Bon, je suppose que vous êtes déjà enfin, bien connecté à tout ce qui est Ethereum et vous êtes bien au fait, mais voilà, de quel œil tu vois un petit peu tout ce qui se fait à ce niveau-là? On voit des Arbitrum, tu vois, on voit des optimismes, on voit des zk Sync, on voit des Starknet, on voit des scrolls, etc. De quel œil tu vois ça? Est-ce que il y a des solutions qui te plaisent plus que d'autres? Et dans ce registre-là, est-ce que pour toi les ZK Rollup vont plus ou moins fumer et tuer les optimistiques, ou est-ce que on va avoir des rollups qui vont coexister avec des technologies différentes, donc d'un côté ZK et d'un côté optimistique? Alors, moi je pense que ces premiers niveaux de roll-up peuvent cohabiter ensemble, que ce soit Scroll, zkSync, Polygon CDK, Polygon, pardon, pas Polygon CDK justement. T'as un niveau de roll-up, tous celles qui vont proposer une solution d'utilisation avec des valeurs différentes peuvent, on va dire, je pense, survivre sur le long terme. Là où ça devient plus délicat, c'est justement le Polygon CDK et zkSync qui proposent des déploiements de roll-up à la demande. Il y a un côté très positif à ça, et j'ai une vision par rapport à ça sur le futur de la blockchain. Je pense que d'ici quelques années, alors je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que j'imagine le truc. Les grosses structures ne voudront plus utiliser une blockchain qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont créer leur propre layer 2, et tu vas avoir tout un tas de gens qui vont simplement, je sais pas, Renault qui a besoin de la blockchain et qui veut pas être, voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas, travaille pas que, c'est vraiment un exemple que tout le monde peut connaître. Pourquoi t'as un sujet sur Renault? Non, juste ça m'a fait rigoler comme exemple, mais Non, mon non, père on a travaillé travaille chez Renault, avec tout va bien. on travaille avec, comment dire, avec Stellantis qui est le concurrent de Renault, tu vois, donc. Donc bref, Renault qui a besoin d'une blockchain pour faire pour les véhicules, Une app pour les chain, sorties, pour ouais. l'entretien. Je pense qu'ils vont ils vont déployer un CDK. Ils vont avoir leur propre blockchain, ils vont maîtriser les fees, ils vont maîtriser tout ce qu'ils veulent dessus et ils auront une DA et après ils iront ils auront prouvé sur Ethereum ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il y aura énormément de structures qui vont aujourd'hui créer leur propre système, tu vois. Enfin, d'ici quelques années, vu que ça va devenir de plus en plus simple, ça sera beaucoup plus rentable pour eux. Ils garderont quelque part la maîtrise, donc ils sont pas dépendants d'une faille de sécurité sur la chaîne ou d'une mauvaise pub ou une mauvaise gestion. Je pense que ça peut devenir ça d'ici quelques années. Mais à côté de ça, tu as plein de projets qui vont aussi se lancer qu'avec du marketing, qui vont avoir aucune valeur ajoutée hormis de déployer leurs Parce que IKEVM tu réduis ou les leur barrières à EVM. l'entrée, quoi. Ouais, tu réduis la barrière, mais ça fait que avant c'était facile de créer au début c'était difficile de créer un coin.
Après, tu as pu créer ton coin, donc tu as plein de projets qui sont sortis. Et là, Puis tu t'as peux eu les déployer ton, NFT, où c'était très facile de créer les littéralement, NFT. exactement. Là, Ouais. littéralement, en 2 clics. Alors ça reste cher, ça doit coûter, je crois, minimum 2 000 € par mois pour avoir un prover, etc. Mais bref, pour déployer ton ZKEVM, maintenant, en 2 clics, c'est fait, tu vois. Et donc, tu as potentiellement des projets qui vont être juste un Polygon CDK classique et qui vont te vendre voilà du marketing de ouf, transactions plus rapides, blablabla. Mais derrière, il y aura rien, tu vois. Donc je pense que tu auras toute une nouvelle génération de blockchains qui vont sortir. Ce seront plus des dApps, ce seront des blockchains qui n'auront pas de voilà de Ouais, plus-value avec par rapport à dimension, ce que font les alt-layer, copains. etc., quoi. C'est ce qu'ils appellent les Ouais, roll-up as a exactement, ouais, service, où ouais, justement ouais. tu as des dimensions et alt-layer qui sont sortis récemment, donc enfin qui ont leur jeton qui est sorti récemment, où justement, ouais, comme tu disais, en quelques clics, tu T'en as peux plein créer qui ta arrivent. Hein. blockchain. Ouais, t'en as plein qui arrivent là de ouf. Hein. Nous on est contactés parce que forcément, vu qu'on s'est rapproché d'Avail et qu'on va rajouter une proof, on est contacté par beaucoup de ces acteurs de roll-up à la demande et qui nous disent voilà, nous on a besoin de voilà d'avoir des trucs en plus que les autres. C'est ce qu'a fait Scroll. Scroll, ils se sont rapprochés d'Automata, si je me trompe. Et Automata fait les secondes proofs pour eux, tu vois, par exemple. Donc tu vois, Mais, tu vois, mais Scroll, ils proposent pas de système comme ça encore. mais du coup, par exemple, The Fortress et toute la technologie que vous avez eue jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle a tendance à rester uniquement sur votre ZKVM ou est-ce que ça va être amené à, je sais pas, à être intégré, par exemple, à Dimension ou à Layer pour que n'importe qui déploie son Layer 2, son roll-up, puisse bénéficier de cette technologie-là, tu vois. Genre, peut-être c'est une question naïve et de noob, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas du tout? Est-ce que c'est un intérêt ou pas du tout? Comment tu vois ça? Alors c'est bien Est-ce que plus c'est qu'envisageable parce possible? on est en discussion avec, je peux pas te dire, on est en discussion avec deux des acteurs qui sont plus gros que ceux que tu viens d'annoncer. Et bien entendu, c'est un objectif pour eux comme pour nous. De pouvoir être intégré à une grosse solution. En sachant que notre solution, donc les Fortress, n'est pas dédiée aux IKEVM. Ça peut aller sur n'importe quelle solution qui a besoin de multiproof. Donc bien entendu, c'est un objectif qu'on a aujourd'hui. Et Et c'est pas une du question naïve du coup, tout. moi, j'ai une perception de l'écosystème qui est moins technique que d'autres, tu vois, mais j'arrive à sentir le potentiel business. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir des collabs de partout. Je pense qu'on l'a aussi vu avec Avail, qui se place en concurrent de Celestia en termes de data availability layer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi ce partenariat-là? Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tout le monde surfe un petit peu sur cette narrative de data availability, etc. Tout le monde annonce son partenariat avec Celestia, puis tout le monde annonce son partenariat avec Avail. Est-ce que ça a un réel intérêt enfin, l'intérêt il est réel, hein, mais comment ça apporte quelque chose justement à ce que vous êtes en train de développer et quels sont aussi les compromis qui doivent être faits en utilisant un data availability layer comme Avail par exemple. Ok. Alors je vais faire je vais parler un petit peu de roll-up et de layer 2. Alors c'est très mélangé pour tout le monde, même pour ces acteurs-là, parce que si tu vas voir sur leur site, certains sites parlent de laisser votre roll-up utiliser notre DA, alors que par défaut, si tu utilises une DA, c'est que t'es pas une roll-up. La roll-up, elle va directement taper, si tu veux, dans le layer 1 et utiliser la DA d'Ethereum. Et quand tu as un layer 2 qui est ce qu'on appelle Validium, c'est-à-dire que tu n'utilises pas directement, t'écris pas directement sur it, tu pars d'abord écrire sur une DA et le résultat de la diète, tu vas le mettre sur it. C'est un layer 2 Validium, c'est le mot. Ok. Entre parenthèses, Starknet a sorti un nouveau format. J'ai encore oublié je sais pas, c'est pas Validi. Oh, j'ai oublié le nom de ce qu'il propose Starknet, qui permet d'être hybride. Donc tu peux soit choisir d'utiliser une DA, soit directement d'écrire sur it, ce qui est ouf. Euh, Nous, on a eu à choisir entre eux. Donc, il y avait 3 acteurs. Tu as Eigenlayer, Celestia et Avel qui proposent ça. Eigenlayer, c'est pas assez. Ils font plus c'est le rostacking, c'est ça, Ouais, c'est comment ça. ils l'appellent. La partie d'IA, elle est pas hyper développée. Ensuite, on avait Celestia ou Avel. Nous, Avel, ce qui m'a fait pousser par Avel, c'est le fait qu'il y avait un niveau de sécurité supérieur à Celestia de nos travaux. Deuxièmement, Anurag a beaucoup aidé Ternois dans sa compréhension, on va dire, de cet écosystème et comment on allait pouvoir s'intégrer. Donc, c'était pour moi important de travailler avec des gens avec qui j'avais confiance. Et cerise sur le gâteau, certaines personnes qui travaillaient pour Ternois sur Substrate nous ont quittés un jour en disant, écoute, Mika,
l'herbe me semble plus verte chez Avel, donc je vais travailler pour Polygon. Et ben ces gens-là, je suis toujours en contact avec eux. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Avel Polygon. Et donc voilà, donc je connaissais les développeurs qui étaient sur place, avec qui je suis en très bonne relation, qui développent des trucs sur Terra toujours. La technologie, c'est Substrate, on la connaît, donc c'était quelque chose d'assez proche. Et voilà, pour toutes ces raisons, on a décidé de travailler avec eux. Et du coup, quel impact ça a sur Ternoa d'utiliser Avail? Du coup, je suppose que c'est moins de coûts pour, enfin, au niveau des transactions, Exactement. etc. Parce que du coup, vous déportez le stockage de pas mal de données sur Avail. C'est exactement un coût de transaction, une meilleure compatibilité, parce que eux, tous ceux qui vont utiliser cette technologie, à terme, on pourra voir et communiquer entre nous. Ouais, tout à fait. C'était pour ces raisons-là. Et vous, de votre côté, comment vous comptez attirer les users, les builders, la TVL, etc. Parce que en vrai, c'est un travail de longue haleine et que maintenant, on commence à avoir beaucoup de solutions en termes de layer 2 et de roll-up. Comment vous comptiez tirer votre épingle du jeu? Je suppose que The Fortress a une place dans tout ça, mais quel est un petit peu votre plan pour attaquer ce marché qui est maintenant gigantesque et assez concurrentiel, quoi? Alors, il y a deux façons d'attaquer, on va dire, ce marché. La première, ça va être la data privacy sur laquelle on est unique à proposer cette solution-là. Donc, il n'y a aucun acteur aujourd'hui qui le propose. Ils le font soit de façon centralisée, soit de façon pas sécurisée. Et donc, on a déjà cette première acteur, si tu veux, qui va permettre à n'importe quel finalement projet développé sur IT de l'écosystème IT de l'utiliser très facilement. Et le deuxième angle d'attaque, c'est un petit peu la vision de fournir les pioches aux chercheurs d'or, c'est de se mettre au-dessus de tous ceux qui vont se battre et d'être concurrents en leur proposant notre système qui va permettre d'être plus safe, plus sécurisé, de proposer des solutions plus safe à leurs utilisateurs. Donc d'être un double proof sur par exemple Polygon CDK ou zk-Sync ou ce type de solution, ça serait totalement game changer pour nous, ouais, tout à fait. Et comment le jeton s'insère dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que, bon, quoi qu'on en dise, les gens, quand ils s'intéressent à un projet, ils s'intéressent aussi aux moyens de spéculer dessus et de probablement spéculer sur sa réussite ou d'investir sur sa réussite. Comment, enfin, à quoi sert le CAPS et comment est-ce qu'il s'intègre justement à toutes ces nouveautés de votre côté sur Terre-Noire? Alors aujourd'hui, donc tout est mainnet, hein, hormis la partie ZKV sur laquelle on travaille, tout est mainnet. Donc le token, c'est le token de gaz, hein, et de gouvernance, donc c'est le CAPS qui est utilisé aujourd'hui par les validateurs à Pour chaque Layer fois que tu One? consommes du gaz. Voilà, sur la forteresse aujourd'hui, quand tu veux avoir ton nœud, bah, il te faut aussi du CAPS. Et sur le ZKEVM, bah, ça va être pareil, le token qui va être utilisé pour toute transaction. Donc c'est le token qui est utilisé à chaque fois que quelque chose est, comment dire, dès que quelque chose qui Et est un projet utilise la blockchain. Ouais. est-ce que c'est un modèle un peu à la Starknet où tu peux payer tes fees de transaction en Stark et en Ethereum, donc potentiellement en CAPS et en Ethereum, ou est-ce qu'on paye que en CAPS ou enfin, comment vous avez C'est que géré en caps. cette approche? Ok. Aujourd'hui, c'est que en caps, ouais. Tu dois avoir du caps pour pouvoir l'utiliser. Et est-ce que c'est genre un point négatif de faire, par exemple, d'offrir des frais de transaction payables que en caps? Et pourquoi, par exemple, les autres ne font pas systématiquement ça, tu vois? Starknet a une approche hybride, d'autres ont des solutions, on paye directement en Ethereum sur le layer 2. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de votre côté par rapport à la payabilité des frais de transaction? Aujourd'hui, sur la tech, sur la stack qu'on va partir, encore une fois, sur laquelle on discute encore aujourd'hui, on va être un ZKVM, on va prendre une stack, et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, si tu veux, que d'utiliser un coin pour le token de gaz. Mais voilà, tout est encore en réflexion, hein, sur cette partie-là. Donc, s'il y a de la demande après, ça veut dire qu'il faudrait faire un swap, tu vois. Donc, tu peux laisser les gens payer en IT. Après, tu dois faire un swap de caps pour pouvoir pour reprendre de la valeur sur le caps. Écoute, tout est pas figé, on va dire, cette partie-là. Juste pour terminer sur la partie des ZK Rollup et des Layer 2 utilisant le ZK Proof, etc. Est-ce que pour toi, genre dans un monde où le ZK est performant, pas cher à utiliser, etc., tout le monde va vers ça? Ou est-ce que tu penses que les optimistiques garderont une place quoi qu'il se passe? J'ai l'impression que Optimisme et Arbitrum dans tous les cas vont se diriger vers du ZK aussi tôt ou tard. Mais voilà, quel est un petit genre, si tu devais prédire un petit peu ce à quoi ressemblerait l'écosystème des Layer 2 d'ici 2 ans, sur quoi on serait en termes de technologie et de leader aussi de ton côté? Pour moi, C'est Zik est dur, hein? multiproof. Zik est Ok. multiproof. C'est les failles. En tout cas, il y a Vitalik qui a écrit 2 3 articles récemment sur ça justement, en mettant en avant les ZK, mais en disant voilà, aujourd'hui le ZK est trop jeune et on peut pas forcément lui faire confiance aveuglément. Pour moi, Zik est multiproof et vraiment le meilleur coup. Ok. Et
Justement, jusqu'à maintenant, je pense que le point noir des ZK, enfin des ZK roll-up, etc., c'était le fait que les frais étaient supérieurs justement aux optimistic roll-up. Est-ce que c'est quelque chose qui va drastiquement changer? Est-ce que ce sera toujours un point noir pour les ZK d'une certaine manière ou pas? On a aussi la mise à jour Ethereum qui arrive, qui devrait peut-être aider dans ce sens-là, mais ouais, enfin, de quel œil tu vois ça? Alors la mise à jour va en effet te permettre de faire baisser les puces. Je suis pour rien. Et, euh, et en fait, si tu veux, après les autres systèmes de profs, ils sont pour moi, bon, ils dureront pas dans le temps long, quoi. Donc non, je dirais que ça va avant, comme tout, hein, ça va aller de mieux avec le temps, ça coûtera moins cher. Et après, tu payes toujours pour quelque chose aussi, tu vois. Tu payes, c'est bien de pas payer de fees, mais quand tu as une solution totalement centralisée, avec un système, tu vois, de proof où tu dois dénoncer machin, bon, c'est pas si viable pour moi. Ok. Je voulais prendre quelques questions de la communauté, parce que ça me semble assez Je t'en prie. intéressant. J'ai posé pas mal de questions, enfin j'ai dit globalement sur Twitter, est-ce que vous avez des questions pour Michael? Je pense que c'est l'occasion de revenir un peu sur ces questions-là. Donc je vais t'en donner quelques-unes qui sont ressorties. Alors il y a quelqu'un qui nous parle des tokenomics et de l'inflation, qui nous demande est-ce qu'il y a une solution pour l'inflation du jeton? Est-ce que, enfin il y a quelque chose de précis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un problème qui revient souvent par rapport à ça, ou est-ce que d'un point de vue inflation, on est sur quelque chose de standard? On a une supply fixe et avec un système de bornes. On a 50% de la supply à peu près aujourd'hui qui a été émise et on fait ce système de bornes pour réajuster parce que quand tu crées une tokenomics, bah tu sais pas forcément exactement quelle sera la réalité. Et aujourd'hui, on a fait ce système de bornes pour un petit peu voilà decrease la total supply. On nous demande aussi par quels moyens compte-t-il rendre le CAPS plus attractif? Quels sont les mécanismes prévus ou qu'il devrait implémenter pour rendre le CAPS plus utile et générer une prise de valeur? Bon, une prise de valeur. Bah, de le rendre, de le mettre dans plus de mains. C'est justement le ZK EVM. Après, dans les raisons aussi qui nous ont poussé, c'était déjà initialement prévu, c'est qu'aujourd'hui, donc, on peut faire des smart contracts sur notre layer 1 en Wasm, qui est une technologie que j'adore. Je préfère développer en Wasm qu'en Solidity, mais qui n'est pas encore adoptée. Et donc, on a des freins, on a perdu des gros leaders de marché. Parce qu'ils voulaient du Solidity, on pouvait pas leur proposer, et donc on a perdu, si tu veux, des gros cas d'usage à cause de ça. J'en ai cité un dans une vidéo récemment. On a loupé, du coup, on récupère maintenant. On a loupé Docomo, qui est le plus gros opérateur, un petit peu l'équivalent de SFR, si tu veux, au Japon, qui voulait bosser avec nous, qui voulait et qui va peut-être sûrement opérer des nœuds. On l'a perdu parce qu'on n'était pas EVM. Donc, de devenir EVM, ça va permettre, voilà, de donner notre outil dans beaucoup plus de mains. On me demande aussi si MrBeast est investisseur ou en collaboration avec Terre Noire. J'ai vu que c'était un message qui revenait souvent. Est-ce qu'il y a un Ah, mythe? Est-ce qu'il y a une réalité? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'en avais entendu parler, même en dehors de la sphère Terre Noire, tu vois, enfin, de mecs qui le mentionnaient régulièrement sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas du tout suivi cette affaire. alors, ça revient tout le temps. Alors, c'est vrai que j'ai souvent répondu à cette question, mais je vais Je répondre suis encore une fois. désolé, je suis désolé. Pas de souci. Alors déjà, si tu vas voir sur le compte de MrBeast, tu vas voir qu'il follow Ternoa et tu vas voir que sur Ternoa, on affiche MrBeast comme partenaire. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tous ceux, donc on est en France, tous ceux qui ont du CAPS aujourd'hui, ils ont un contrat avec Ternoa. Non, ce qui revient souvent, c'est qu'on airdrop des tokens à MrBeast pour, tu vois, style, on envoie des tokens on connaît son wallet, on envoie des tokens. Donc, si tu veux, MrBeast, si tu suis ses transactions, tu vas voir qu'il a un process de claim de CAPS qui est le même que tous ceux qui ont participé au PS1, au PS2, enfin au pré-sales de Ternoa si tu veux, il a le même type de contrat. Pourquoi on peut pas être précis là-dessus? MrBeast ne peut pas parler de crypto. MrBeast est dans un pays régulé où il n'a pas forcément facilité à voilà, communiquer dessus. Et il a un engagement, il peut avoir des engagements, il a des engagements avec nous que je peux pas dire lesquels, mais qui vont être reliés à la Time Capsule. Mais il a bien voilà un contrat avec sur des topics spécifiques. Il nous suit, on l'affiche, on a le droit de l'afficher. On ne prendra jamais de procès pour ça, mais c'est très délicat pour nous de faire un tweet en disant, tu vois, quelque chose de Vous très voulez pas le mettre dans précis, la sauce. Il a parce que parlé ça dans va son mettre dans la camp. sauce d'une part. Et après on a des rendez-vous avec ses équipes aussi 2 fois par an. On les a pas tout le temps, mais j'ai déjà fait un live, j'ai déjà fait des vidéos calls avec lui, mes équipes aussi, avec ses équipes marketing, avec voilà, on le connaît. Alors, donc voilà, on l'a déjà rencontré de cette façon-là. Mais voilà, malheureusement, je peux pas en dire. Est-ce que il fera un coup de zoom sur la Time Capsule cette année, sur Time Guardian ou l'année prochaine? J'en ai pas la moindre idée, malheureusement. Mais c'est un petit peu ce qui doit se passer. Moi, je t'avoue que je suis choqué.
Parce que, quoi qu'on en dit, MrBeast, c'est quoi? C'est le plus gros YouTuber au monde? Ouais, c'est Enfin, le plus gros youtubeur au monde, ouais. tu vois, On nous c'est... avait, en fait, ça faisait partie de la stratégie qu'on a eue quand on a fait les sites de la presse. On a été voir on a été voir des fonds ou des acteurs. On a autorisé l'achat de caps en PS1 uniquement à des gens qui pouvaient nous apporter, si tu veux, en PS2 pardon, qui pouvaient nous apporter de la visibilité. Et là, un des acteurs américains avec qui on travaille, qu'on travaille toujours, il nous a présenté plusieurs KOL qui sont qui connaissaient. Il y avait MrBeast dedans. Il y avait The Moon Carl The Moon Carl, Ivan Antek. Il y avait ce type de profil avec qui on a travaillé. Ouais. Autre question de la communauté, when listing. Je suppose que les gens ne sont pas satisfaits et qu'ils veulent plus de listings sur des plus gros exchanges. En tout cas, c'est ce qu'ils réclament très régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas du tout? Pas de problème. On est sur Bybit, ce qui est pas mal. On est sur Gate, ce qui est pas mal non plus. Pas KuCoin, pardon. BitGet et Ascendex. On cible bien sûr des nouveaux listings, mais lister pour lister, ça n'a aucun intérêt si tu veux pour moi, parce que déjà ça consomme énormément d'argent. Donc ça fait quoi 300 000 euros si tu veux un coût de listing plus la liquidité que tu dois avoir des deux côtés. Donc plus le marketing après. Donc en gros c'est une grande fourchette, mais j'ai tout le temps c'est entre 400 000 et 1 million d'euros de faire un listing. Euh, Aujourd'hui, quand on a listé des exchanges, on listait en fonction du pays où ils étaient pour attirer de nouveaux acheteurs de tokens. Et même si on a des portes ouvertes sur des top 5, aujourd'hui on attend le meilleur moment pour le faire. Bien entendu, c'est sur la roadmap, mais on va pas le faire bêtement. On l'a fait une fois bêtement sur un exchange qui s'appelait Liquid. Je sais pas si tu l'as connu. Ouais. Ouais, il s'est fait racheter par FTX, mais en fait, c'était pour attaquer le marché asiatique. Bref, on a fait le listing chez eux. Et le jour du listing, ils ont dit, bah non, en fait, on n'a pas le droit de présenter votre token sur les marchés asiatiques. Donc, on a eu une belle carotte, chère. Et donc, voilà, C'est légal on ça? essaie d'être précautionneux. Non, mais tu sais, quand les exchanges, c'est la jungle. C'est du C'est la racket jungle. quoi. Sur Gates, non, c'est DAOmaker. DAOmaker, on avait fait notre IDO. Je crois, la veille du listing, ils voulaient changer les dates et les heures et puis le montant qu'on devait payer. Enfin, c'est un vrai sport de travail avec les exchanges, quoi. Surtout Et les surtout exchanges qu'ils te prennent justement en asiatiques, otage quoi. et ils mettent la faute sur ta gueule Ah, quoi. mais t'es totalement dépendant. Et DAOmaker s'est fait hacker. DAOmaker s'est fait hacker. Alors c'est public, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il s'est fait dumper notre caps. Et sur Telegram, ils me disent à 3 heures du matin, ouais, annonce qu'on va rembourser tout le monde. Donc moi, je demande aux équipes, écoute, DAOmaker nous dit ça, on annonce ça, ils ont remboursé personne. Et donc on se retrouve, tu vois, le cul entre deux chaises, en disant, ben non, mais en fait, on peut pas, on n'a pas vos tokens, c'est DAOmaker qui s'est fait hacker. Et on a été, voilà, très compliqué à gérer ce type de crise sur laquelle on était totalement, voilà, on avait rien à voir avec ce truc, quoi, tu vois. Comment vous Compliqué à avez gérer, quoi. géré, comment vous avez géré le bear market, etc. C'est pas du tout une question de la communauté, ni plus une question personnelle. Comment vous avez géré le bear market? Parce que, en vérité, enfin, c'est pas facile à gérer un bear market. T'as des coûts qui restent les mêmes, mais t'as peut-être des revenus qui baissent d'une certaine manière, ou, je sais pas, c'est plus difficile aussi d'avoir de l'attention. Comment vous avez géré, ouais, communautairement, enfin, d'un point de vue communauté et d'un point de vue revenu, ce bear market de votre côté? Alors le bear market, on avait été préparé psychologiquement par Owen dès le début, par Asher, qui nous avait dit les gars, voilà, ça va être dur, mais il va falloir encaisser, machin, truc bidule. Donc voilà, on était préparé psychologiquement, et donc on avait qu'une stratégie, on avait deux choses en tête. Continuer à build malgré l'ambiance qui pouvait être parfois compliquée, même si nous, on a toujours une communauté qui nous a soutenus. Donc même dans le pire du pire, on a eu des mecs, voilà, des haters un petit peu comme tu as partout, mais dans l'ensemble, on a eu plutôt du love, donc ce qui était cool. Et donc c'était de build et de rester au-dessus du prix ICO. Donc ça a été notre bataille de toujours trouver de travailler dans le build, de quand même rassurer les holders. Et on a réussi à faire les deux. Donc on a réussi à annoncer au fur et à mesure toutes les avancées qu'on a fait. On a travaillé beaucoup sur Japon, donc à ce moment-là, on a déployé le mainnet, on a déployé les smart contracts, enfin, voilà, on a tout fait pendant ce bière finalement. La plus grosse partie, la technique de Terre Noire a été livrée pendant le bière. Et on Question s'est de la allégé aussi communauté. sur la partie ressources, ouais. Partie Ouais. ressources, on a diminué les équipes bien entendu. Ouais. Question de la communauté. Quels sont les prochains gros objectifs et défis que s'est donné la team? À quoi peut-on s'attendre, excuse-moi, pour les prochaines semaines? Prochaine semaine, ça dépend si c'est 1 ou 2 semaines ou 10 semaines, parce que parce Je que dirais, je c'est assez dirais court vague. moyen terme. Court moyen terme, qu'est-ce que Ouais. vous avez en tête? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous Court voulez faire? moyen terme, on a déjà des choses qui sont faites qui sont pas annoncées. On a onboardé des gros acteurs qui vont devenir advisors de Terre Noire, qui sont de l'écosystème HIT. Là, c'est d'aller convaincre toutes les IK de travailler avec nous.
parce qu'on n'est pas concurrent. Encore une fois, hein, on va proposer une solution, mais aussi on va pouvoir travailler avec eux. Et donc là, le travail, c'est d'aller les voir. On parlait de Starknet tout à l'heure, bien entendu, on a été les voir aussi pour leur solution, pourquoi pas faire du multi-proof aussi avec nous. Donc on va voir un petit peu toutes les grosses chaînes en disant voilà, venez nous utiliser et d'aller continuer à conquérir des applications. Aujourd'hui, on travaille très fortement sur deux territoires, donc le Japon et la France, d'onboarder un maximum d'applications pour que notre technologie soit plus utilisée. Après, ça peut paraître réducteur de se dire qu'on fait ces trois choses, donc c'est-à-dire euh, d'aller onboarder des blockchains et de travailler sur la France et le Japon. Mais le marketing, j'ai fait des vidéos récemment là-dessus. C'est pas de poster trois posts sur Cointelegraph India que tu vas fédérer les Indiens. Non, c'est d'aller travailler avec des acteurs qui sont sur leur territoire, de se faire comprendre, de se faire connaître. Et ce travail, si tu veux, qu'on a aujourd'hui d'aller convaincre les acteurs, bien entendu, on choisit des acteurs stratégiques pour pouvoir se déployer dans d'autres. Et c'est un travail qui est long, quoi. c'est c'est un travail de longue haleine. C'est pas en une semaine que. Enfin, bon, il y a toujours certains qui ne respectent pas les règles et qui arrivent à tout casser d'un coup. Je pense par exemple à Blast. Genre, ils sont arrivés du jour au lendemain. Enfin, bon, ils ont quand même des founders qui sont connus de l'écosystème, mais ils sont quand Ouais, même arrivés du jour ils au venaient pas de nulle lendemain. part non plus, quoi. Ah Mais ils ouais. sont arrivés du jour au lendemain, Et ils ont pris je sais pas combien de TVL. Bon, Eigenlayer, je suppose qu'il y avait pas mal de choses dans les petits papiers et qu'ils avaient aussi des bons backers, une bonne tech, etc. Mais ils ont capturé très rapidement de la TVL. Donc, mais voilà, se faire connaître d'une audience qui est différente de la tienne originellement, ça prend du temps, quoi. C'est long, quoi. Je pense que même les exchanges le voient de leur côté, quoi. ouais, il faut connaître les codes, bien entendu, ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Mais la meilleure porte d'entrée, c'est pas le marketing en mode on va faire des pubs et ça va marcher. Non, c'est de gagner la confiance des experts. C'est ce qu'on a fait au Japon. On a été voir tous les experts, toutes les blockchains, tous les KOL, et essayer de montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on a comme ambition. Et une fois que tu as réussi à convaincre ces gens-là, bah, c'est beaucoup plus simple. C'est eux qui vont, si tu veux, prêcher pour toi et présenter ton produit avec une confiance et avec une vision, si tu veux, plutôt que simplement dire voilà, ce projet-là, truc bidule, tu vois. C'est ouais, gagner en part d'attention et d'espace de cerveau, quoi. Parce que j'ai l'impression que moi, sur les gens qui m'entourent, tous les gens qui sont brillants et qui parlent souvent d'un même sujet et qui vont dans dans la même direction, ça me permet de me faire un biais assez fort sur un sujet parce que j'ai tendance à croire que c'est des experts ou des gens très bien renseignés. Donc, je pense qu'évidemment, ça a un impact euh, bien plus important qu'on le pense. Je pense qu'on arrive au bout. Je voulais juste savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'excite dans le marché, dans l'écosystème? Est-ce qu'il y a des choses qui t'excitent en dehors de Terre-Noire? Parce que je suppose que tu dois être très à fond sur Terre-Noire, mais genre en dehors de Terre-Noire et de l'écosystème Terre-Noire, quels sont voilà, les projets qui te plaisent particulièrement, les choses que tu regardes de près, que tu aimes beaucoup, etc. Tu parlais d'Aveil avant, peut-être qu'il y en a d'autres? Alors sur les noms de projet, forcément Starknet. En Et perso pour la aussi, ouais. petite info, ouais, en perso, j'ai fait le, comment dire, le noob et j'ai FOMO sur Starknet au moment du lancement parce que j'ai pas participé. Je pensais avoir l'airdrop mais je l'ai pas eu parce que je suis pas super actif, tu vois. J'ai réussi à en toper un ou deux, mais je fais pas tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit tiens, je vais acheter au moment du listing sur Bybit. Terrible. J'avais le wallet, je pensais que ça marchait avec le wallet spot. C'est un truc que je fais jamais de ma vie, quoi. Bon, bref, je t'épargne les détails. J'ai acheté le token à 7 dollars. 7 $, waouh! Ouais, Ok. 7 dollars. Mais le temps que je comprenne que j'étais pas dans mon wallet, que je transfère, j'étais au téléphone, machin, j'appuie, pas sur le boulet, quoi. Franchement, non, mais j'ai fait le truc le pire qu'il faut pas faire. Euh, mais voilà. Après, j'aime beaucoup l'écosystème Polkadot, forcément, parce que même s'il est décrié aujourd'hui, pour plusieurs raisons, je suis un true believer de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, Polygon, CDK, qui est pas encore assez connu, se rapproche aussi de cette vision, c'est-à-dire de connecter tous les projets qui sont sur une blockchain. La parachain était voilà une façon de le faire, mais là c'est en train d'évoluer. Polygon aussi fait un peu la même chose. Donc tu vois, c'est une nouvelle solution qui permet vraiment de faire du cross-chain, parce que ça a été un narratif au dernier marché, mais en fait personne ne fait vraiment de la cross-chain, tu vois. Il y a très peu qui le font. C'est beaucoup bullshit encore aujourd'hui, tu vois. Et eux proposent des solutions avec des langages qui permettaient de communiquer entre les chaînes. Donc j'aime beaucoup cet écosystème. Cosmos aussi, j'aime beaucoup l'écosystème Cosmos. Donc voilà, ce sont les trois, on va dire, écosystèmes sur lesquels j'étudie et je On passe en beaucoup parlait de temps. avec Ouais. Abdel. On en parlait avec Abdel de l'interopérabilité et surtout de la fragmentation des liquidités parce que si tu as de la liquidité sur genre 10 000 layer 2, donc tu as une liquidité globale qui est extraordinaire mais que tu peux bénéficier de la liquidité seulement d'un layer 2 à la fois, bah, peut-être un système moins efficient. Alors que sur le Bah, c'est layer ce que 1 Ethereum, tout est poulé, quoi. Poly- Polygon Syndicate travaille là-dessus justement. Travaille sur Ok. une liquidité.
Alors je sais pas si on peut le partager, j'ai plus les mots techniques, mais ils travaillent sur cette agrégation de liquidité, ouais. Je pense que ça, ce sera vraiment game changer s'ils y arrivent, Ah mais parce que pour le coup, c'est un travail. Ils ont c'est annoncé ça il y a énorme. une semaine ou deux, tu vois. Ils ont bien avancé, oui, ils ont bien avancé sur le sujet en tout cas, quoi. Et je me demande s'ils n'ont pas commencé à release des choses. Mais ouais, ça c'est des choses qui sont qui sont implantées, voilà. Non, c'est des voilà, un petit peu Polygon, j'ai sur j'ai les l'impression projets. qu'ils sont Après les vraiment jeux. forts d'un point de vue tech, hein. Non mais moi je trouve c'est totalement dévalué, franchement. Par rapport à ce qu'ils font, la compréhension des gens autour de l'écosystème qui devient de plus en c'est dingue ce qu'il fait. Et je pense que tu as encore voilà une mauvaise compréhension du marché de ce qui est en train de se passer sur Polygon. Et c'est juste dingo ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout qu'à chaque fois que je regarde des teams brillantes des projets crypto, il y a pas mal de gens qui ont travaillé chez Polygon et qui sont du coup très pertinents, quoi. Donc pour ceux qui restent, je pense qu'ils sont brillants, et ceux qui sont partis sont aussi brillants et impactent positivement, je pense, l'écosystème. Ah non, c'est un super Euh, écosystème. Je te dis, est-ce que tu as des dApps ou des innovations particulières qui te tiennent à cœur? Je sais pas si toi, par exemple, il y en a que tu utilises au quotidien, que tu aimes particulièrement, genre que tu inciterais peut-être les gens à essayer? Alors forcément, je parlais de nos applications. La Time Capsule, bien entendu, qui a été à l'origine pensée, donc que j'ai pensé pendant des années, que j'utilise tous les jours et même plus que ce que je devrais l'utiliser. En gros, vraiment, enfin, j'utilise dans toutes les circonstances. En gros, là, quand je pars en voyage, donc j'ai une assistante qui me prépare tout, mes rendez-vous, à qui je dois voir, mon billet d'avion, mon taxi, elle me prépare tout. Elle me prépare une capsule. Le jour de mon départ, bah, j'ai toutes mes informations qui sont hyper sécurisées avec une photocopie de mon passeport. Enfin, j'ai tout, si tu veux, qui est hyper protégé. C'est pas l'utilisation classique, si tu veux, du truc, mais c'est une utilisation. Ensuite, j'ai toutes les données qui doivent être transférées à qui de droit, si jamais je venais à disparaître aussi, bien entendu, vu que c'est le projet initial, je l'utilise, cette application, bien entendu. Après, hors écosystème, Ternoa, qu'est-ce que j'utilise tous les jours? euh, non, pas forcément plus d'applications, pas plus d'applications que ça. On vraiment focus sur euh, voilà, je suis plus de développement, si tu veux, que d'utilisation. Mais est-ce qu'au final, il y a une part de centralisation d'une certaine manière sur Ternoa? C'est-à-dire que demain, par exemple, l'application Ternoa disparaît en tant que client, enfin pour une raison XY, je sais pas, supprimer de l'Apple Store, supprimer de Google Play, je sais pas, de la censure, ou je sais pas, vous avez des problèmes financiers, etc., vous survivez pas, je sais pas, des raisons terribles. Est-ce que les utilisateurs peuvent quand même accéder à leur capsule? Comment ça se passe et tout? Parce que du coup, ça crée une certaine centralisation si le seul point d'accès, d'une certaine manière, c'est une application mobile. Alors, si tu veux, tout est open source et décentralisé. L'application Time Guardian, c'est juste un facilitateur pour accéder. Mais non, tout est, si demain tout ferme, tout explose, tant que les serveurs, tant que les nœuds sont décentralisés et hébergés, non, il n'y a aucun problème. Tu vas récupérer ton content. Il y a rien de central. L'application Time Guardian, c'est vraiment un facilitateur, quoi. C'est juste un front-end, quoi. Au lieu de, c'est juste un front-end au lieu de te casser la tête à gérer, t'as généré une clé GPG, de la split, de la machin. L'application le fait pour toi. L'application a été auditée aussi, chose importante, hein. Tout le monde ne le fait pas, mais nous, ça a été audité aussi. Et on a les rapports, voilà, pour prouver que même si tu n'as pas le temps de développer ton propre système pour utiliser Ternoa, tu peux utiliser cette application-là, elle est auditée. Donc à chaque fois que tu vas recevoir une capsule, tu as un système de swap qui fait du secret. Donc tout ça, c'est audité aussi, ouais. Ok, bah écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais vraiment te remercier pour ton temps, surtout que tu es à l'autre bout Ah du non, monde merci à là, toi. donc merci pour ça malgré le décalage. Je te laisse peut-être le mot de la fin, peut-être un petit mot pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, qui nous ont écouté 1 heure. Et merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Je pense qu'il y aura une partie de l'audience qui est de la communauté Ternois. Voilà, je vous remercierai, comme toujours, d'être actif parce que ça change. C'est game changer pour nous. Le fait que notre communauté soit active pour plein d'aspects. De la façon qu'on est perçu, donc on parlait d'Anurag, de la façon qu'il nous perçoit par rapport à notre communauté. Donc on n'est pas, voilà, de l'engagement, des messages, des likes, des retweets, ça nous apporte énormément. Et aussi à l'équipe, bien entendu, quand on voit qu'on a de l'engagement, ça nous fait chaud au cœur. Et je vous invite à rejoindre la communauté si vous voulez en savoir plus sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement aussi Discord, Telegram ou directement sur Twitter. Tous les liens seront en description. Merci à toi, Michael. On se retrouve très vite. C'était Picsou. Merci. Tchuss.